par la parole. Et depuis qu'il était sorti de son encellulement, il le regrettait. Et cela d'autant plus que Chéribibi, le formidable bandit qui depuis de si nombreuses années avait épouvanté le monde, mais qui avait pris Pallas en amitié, n'était plus là pour faire taire d'un froncement de sourcils l'abominable fric-frac ou le Parisien lui-même. Oh, il n'était pas loin, Chéribibi. Il était enfermé pour le moment dans l'établissement central, derrière des barreaux à travers lesquels Pallas, un matin qu'il était corvé de balaïure, avait pu l'apercevoir et échanger avec lui quelques signes mystérieux d'amitié. Ça avait été rapide du reste, car le chef des Artoupans avait pénétré dans la cour, et aussitôt de toutes les cellules juxtaposées et grillées, de telles bordées d'injures avaient été déversées que le malheureux garde chiourme avait rappelé la corvée, fait évacuer la cour par le service des cuisines qui apportait la soupe, et déclaré dans sa fureur qu'il laisserait les fagots crever de faim dans leur pourriture pendant 3 jours. Au-dessus de ces menaces et de tout cet affreux tumulte, Pallas entendait encore le rire énorme, le rire gigantesque de Chéribibi. Ce n'était ni le Parisien, ni Fric-Frac, ni le caïd, ni le pêcheur qui eussent risqué ainsi de se faire mettre au cachot. Il se la coulait en douce, assez bien vu des autorités qu'ils renseignaient sournoisement, sur l'état d'esprit ou sur les projets d'évasion de leurs camarades, trouvant à cette trahison des bénéfices certains. Et même quand leur naturel batailleur ou pillard reprenait le dessus, il n'écopait guère comme corvée de punition que de la balade à la bûche, consiste à transporter pendant des heures de lourds madriers d'un point à un autre pour les rapporter ensuite au point de départ. Dans l'instant pendant qu'il commençait à agacer Pallas, il travaillait tout doucement à fabriquer des objets d'art destinés à être échangés, quand se présentait un visiteur contre des paquets de tabac ou quelque menue monnaie. Harigonde, dit le Parisien, venait de finir de graver au couteau dans une mâchoire de requin ces mots fatidiques: le tombeau du forçat. Cette Harigonde en voulait à mort à Pallas de l'avoir détrôné au site du salut, comme homme du monde. Jusqu'à son arrivée, celui qui avait le sceptre de l'élégance, si l'on peut dire. Inutile d'expliquer que cette réputation d'élégance tenait moins dans la coupe des habits et dans la façon de faire son nœud de cravate que dans certaines manières que l'on ne trouve point dans le commun des forçats, et qui attestent une éducation soignée. En dépit de toutes les hâbleries du Parisien, qui n'était jamais à court pour raconter ses bonnes fortunes dans la route et vanter ses relations mondaines, Harigonde, à côté de Pallas, n'apparaissait pas moins ce qu'il avait été tout d'abord, un employé de petit magasin qui fait des grâces avec la clientèle. Pallas avait repris sur la grève sa position première, et il n'avait pas l'air d'entendre le bêcheur qui glapissait. « Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire », ricanement des autres. « Monsieur Pallas ne daigne point entrer dans conversation avec d'humbles fagots comme nous, » reprit le bêcheur, un ancien clerc d'huissier qui avait aidé un client à découper son patron en morceaux. « Monsieur Pallas fait sa chicorée, sa chochotte, sa pâte à gueule. Monsieur Pallas pleure sur les malheurs de la patrie, glapit l'ignoble Fric-Frac, un ex-Montanlaire, qui était un petit homme quasi désarticulé, marchant de côté comme un crabe. Caïd aussi voudrait faire un pan-pan sur les boches, Caïd bon soldat. Pallas se mordait les doigts pour ne pas laisser échapper un rugissement en entendant cette horreur de Ben Cassa, le fagot musulman, voleur de petites filles et pourvoyeur, réclamer sa part au combat. Hélas, hélas, ne soupirait-il pas lui-même après la sienne? Et c'est bien parce qu'il l'avait entendu le soir où ils avaient appris la déclaration de guerre, clamé son désespoir, et encore une fois son innocence et réclamé un fusil, que les misérables se gaussaient de lui sinistrement. Je viens de voir le paillot, qui raboule de l'Avergne, le vague maître qui revient de la ville.